Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast inspirant qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Mais en réalité, ça veut dire quoi ? Dans mon approche, tout changement est considéré comme un deuil. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une séparation, d'un licenciement, d'un burn-out, d'un accident ou d'une crise de sens, tous les types de deuil sont abordés ici, sans tabou. Mon objectif est de vous transmettre des ressources et des réflexions pour appréhender toute notion de finitude dans nos vies. Partager le micro pour témoigner son vécu, décrypter un sujet d'actualité sous l'angle du deuil ou éclairer nos connaissances sur ces sujets, on peut vraiment dire que je parle de la mort et des deuils à toutes les sauces. Alors, qu'avons-nous au menu cette semaine ? Bonjour Aurélia. Bonjour Charlène. Je suis ravie de pouvoir partager cet épisode avec toi et de pouvoir recueillir ton témoignage. Merci. Comme je dis à toi. souvent, il n'y a rien de tel que toi pour te présenter. Alors, je te laisse nous dire un petit peu en quelques mots, qui es-tu ? Ah, tu es pas le chat. Alors, qui je suis ? Donc, c'est une sacrée question. Hein, qui je suis Donc moi, je suis. Alors, j'ai déjà 37 ans. Je suis maman solo. Je suis coach thérapeute. J'accompagne les femmes dans notamment le plus important sur la confiance en soi, l'estime de soi. Et tout ce qui est accompagnement dans la séparation, la parentalité, etc. Ok, ça c'est bien, moi je me fais squatter par un petit chat. Oui, je suis la maman de ce chat aussi. Et du coup, forcément, on est sur un podcast qui parle de la mort et des deuils. Ça ne devrait surprendre personne et pas toi non plus. Et justement, dans ton témoignage, il y a cette notion quand même de deuil au sens large. Et j'aimerais bien savoir et te poser cette première question, c'est comment tu perçois le deuil ? Alors, comment je perçois le deuil ? Aujourd'hui. Puisqu'évidemment, ça a changé. Ça a J'imagine, évolué. Après, ça peut être aussi l'évolution et peut-être que tu nous feras rentrer déjà un petit peu dans ton histoire et dans ton témoignage. C'est ça, parce que ça a vraiment évolué ma vision du deuil. C'est quelque chose qui pendant très longtemps a été très abstrait, puisque c'est vrai que, on va en parler, mais le fait d'avoir des deuils dans plein de situations différentes, mais moi, comme beaucoup de gens, j'associais le deuil à la perte d'un être cher, à la mort. Et je n'ai pas connu ça avant l'âge de 30 ans, puisque j'avais perdu personne, enfin, en tout cas personne de très proche. Et finalement, à partir de mes 30 ans, j'ai perdu beaucoup de gens, beaucoup de proches. Et donc, ça a vraiment été hyper fort en termes de parcours de deuil. Bon, après, on va dérouler, donc je vais peut-être pas tout dire maintenant. Mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, cette notion de deuil, elle est... finalement, c'est un cadeau. En fait, c'est un cadeau, c'est une opportunité d'apprendre, c'est une opportunité d'ouvrir son esprit, de se recentrer aussi sur la vie finalement, parce que quand on parle de deuil, on parle de la mort, mais du coup c'est de comment on vit, de ce qu'on laisse après la vie, donc et finalement de cette vie qui peut-être ne s'arrête pas, puisque même quand les gens sont partis, ils sont encore là, ils sont encore avec nous, et c'est toutes des notions qui me paraissaient hyper abstraites avant et un peu limite gnangnan, tu vois, enfin, et finalement aujourd'hui c'est hyper ancré. Merci pour ta vision du deuil et ta manière de l'avoir vécu ou de continuer à le vivre. Je pense que c'est toujours important de reposer ici que chaque chemin de deuil est unique, que chaque vécu est unique et que du coup, il y a peut-être des personnes qui résonneront avec ton vécu. Et c'est très bien, il n'y a pas de bien ou très bien d'ailleurs, mais c'est très bien. Et si les personnes ne résonnent pas, c'est très bien aussi. Je dis ça parce que cette notion du cadeau, je sais que elle est à la fois belle et elle peut à la fois être très mal comprise. Et selon les personnes où elles en sont sur leur chemin de deuil, si on vient tout juste de perdre quelqu'un, quand on nous dit ces choses-là, il peut y avoir une colère qui peut naître chez les personnes. Et du coup, c'est l'occasion de rappeler que c'est aussi le fruit d'un cheminement et que c'est ta vérité que je partage aussi. Mais ça peut ne pas être votre vérité et ça veut pas dire que cette vérité, elle est unique. Il y a plein de vérités, autant de vérités de deuil que d'individus. Donc voilà, ça, c'était important pour moi à reposer. Et justement, tu as dit que tu avais perdu pas mal de proches. C'est pas qu'on va pas parler de tous les décès ou de tous les deuils que tu as vécu. En tout cas, il y en a un qui t'a particulièrement marqué, qui est celui du décès de ta maman.
et qui a été dans certaines conditions aussi. Est-ce que tu veux nous expliquer justement un petit peu peut-être la relation avec ta maman, parce que ça colore aussi la suite des événements et le décès. Comment t'étais en relation avec ta mère? Ok. Alors avec ma maman, en fait, on avait une relation qui allait mieux depuis quelque temps, mais qui a toujours été un peu compliquée, surtout pendant mon adolescence. Puisque mes parents se sont séparés quand j'avais 9 ans et ils ont refait chacun leur vie de leur côté, et ma mère après elle est tombée en dépression et elle a fait une grosse dépression, et quand j'étais jeune, je dois avoir dans les 12 ans et demi, 13 ans, je sais plus, elle a voulu se suicider. Donc alors j'ai appris récemment que finalement il y avait une autre fois aussi, mais j'étais pas au courant, mais en tout cas cette fois-ci j'y étais. Donc elle avait avalé une boîte de médicaments, et il y a tout un tas de raisons personnelles qui ont fait que mais qui étaient surtout liées à sa vie, à des problèmes je pense, aujourd'hui, de confiance en elle, d'estime pour elle-même, et du coup de relations qui n'étaient pas forcément équilibrées et saines pour elle, et qui l'ont fait plonger. Bon, évidemment, à cette époque-là, j'avais pas ce recul et cette maturité. Donc, donc on a eu une relation compliquée. Ensuite, elle s'est retrouvée à vivre séparée pendant plusieurs années, mais elle a eu des relations très très toxiques pour elle, et du coup pour ma sœur et moi, qui m'ont fort impactée, et la relation entre ma mère et moi a été fracturée à ce moment-là, puisque je suis devenue responsable d'elle. C'est-à-dire que le matin, comme elle prenait toujours des médicaments pour dormir, des antidépresseurs, tout ça, elle était toujours un peu éclatée, on va dire, le matin. C'était compliqué, mais il fallait nous déposer à l'école, donc je me réveillais très très tôt. Vers 5 heures du matin, je mettais mon réveil parce que je savais que j'allais mettre 1 heure, 1 heure et demie à la réveiller, à la sortir du lit, pour qu'elle se mette en route. Et c'était hyper conflictuel, j'en voulais beaucoup. J'avais beaucoup de colère contre elle. J'avais peur aussi qu'elle recommence. Finalement, il n'y a jamais eu de discussion sur ce qui s'était passé. Elle a juste continué son chemin comme ça avec nous dedans, mais finalement il n'y a pas eu de mots, et c'est toujours resté un peu latent. Et moi, pendant des mois, je pleurais en me disant, mais parce que elle avait comment on appelle ça aussi, désolée, hein, c'est l'émotion, je suis un peu C'est bien. Au niveau de son comportement, tu vois, elle avait des changements. Des changements d'humeur? Des changements d'humeur avec les médicaments, tout ça. Donc elle passait vite d'être très très triste, d'être très très en colère, et du coup fallait suivre aussi. Donc moi ça me montait aussi à chaque fois, et je vivais un peu toujours sur le qui-vive de qu'est-ce qui va tomber, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver. Et donc il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup de colère, et moi j'ai pleuré beaucoup en me disant, en fait ma mère elle n'est plus là, en fait ma mère la femme que je connaissais avant n'est plus là, et là aujourd'hui il y a une femme qui est là, mais elle est folle, elle nous aime pas, elle est pas là pour nous, j'en ai vraiment beaucoup voulu, ce qui fait qu'on se disputait beaucoup, ma mère et moi. Ma sœur subissait beaucoup ces disputes. Ma sœur, on a que 1 an et demi d'écart, on est très très proches, mais finalement j'ai toujours été vraiment la vraie grande sœur, même si on était proches en âge. J'ai essayé de la protéger beaucoup de plein de choses, et ça m'a responsabilisée du coup très très jeune et très fort, et très vite, trop peut-être. Et voilà. Donc on avait une relation, en tout cas depuis l'adolescence, qui était très compliquée. Puis il y a eu une fracture à un moment donné. Elle a rencontré quelqu'un, moi j'avais rencontré le père de ma fille, et en fait à ce moment-là j'ai coupé les ponts pendant au moins 1 an et demi, 2 ans, où on se parlait plus, où j'étais vraiment en colère et je voulais plus. Et puis bon, ma sœur qui essayait toujours de temporiser un peu, ma sœur qui essayait de temporiser, et qui du coup a fait qu'on a repris contact. Donc on avait contact, mais c'était, je vais pas dire froid, mais c'était pas chaud, pas chaleureux en tout cas. Tu vois, il y avait pas de lien fort. Il y avait cette cassure qui avait eu lieu et qui était très 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 grande. Et puis je suis tombée enceinte quelques années plus tard, mon petit miracle. Ma sœur aussi, on est tombée enceinte en même temps. Et donc on a annoncé le jour de la fête des grands-mères à ma grand-mère et à ma mère, du coup, qu'elle allait être grand-mère. Et c'était fou. Et c'est vrai que j'étais dans un blocage au début, en me disant oui, mais moi, elle pourra pas avoir mon enfant. Voilà.
J'avais un manque de confiance aussi dans sa capacité à pouvoir lui confier mon bébé en fait. Et ça a été long, j'ai eu du mal, même quand ma fille était là au début, petit à petit, j'ai laissé 1 heure, une demi-heure, et puis finalement en fait c'est avéré être une grand-mère absolument incroyable. Donc ces petits enfants, c'était vraiment en toute sa vie. Donc ouais, elle était vraiment gaga d'eux, elle s'occupait très bien d'eux. Enfin, sa maison, c'était leur maison, quoi. Enfin, ils avaient tout, leur chambre, leur salle de jeu, enfin, tout. Et donc, du coup, ça nous a reconnectés. Et on a commencé à faire des choses qu'on n'avait jamais fait ensemble. Notamment, on est allé une fois à un salon du mariage. Bon, pas mariage, mais pour le plaisir. On est allé à un salon de la déco. On est allé faire des trucs, en fait, qu'on n'avait jamais fait. Que parfois les gens, que je voyais les gens faire, je voyais les gens qui faisaient des après-midi mère-fille ou des ciné, des machins, et moi j'avais jamais fait ça. Et donc on a commencé un peu à le faire à ce moment-là. Et comme elle s'était lancée dans son projet entrepreneurial, je l'aidais beaucoup aussi par rapport à ça. Donc voilà, elle était en pleine lancée dans son projet. Et puis bon, malheureusement la vie elle l'a arrêté net à ce moment-là. Donc voilà. J'entends une relation qui a beaucoup évolué, en fait, qui a beaucoup bougé, qui était quand même assez conflictuelle, difficile plutôt à l'adolescence. Ouais. Et c'était très... je trouve ça important, en fait, d'expliquer parce que l'avant et tout ce qui se passe avant une relation vient aussi colorer le chemin de deuil. Et donc, tu parlais aussi de cet aspect notamment des idées suicidaires, même de la tentative de suicide. Et j'imagine que peut-être il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont eux-mêmes ces pensées, ou en tout cas des personnes qui sont touchées par ça en tant que proches d'une personne qui a des idées, des pensées, ou qui a fait une tentative de suicide, ou même qui sont endeuillées par suicide. Je vais pas vous citer 45 000 ressources, mais en tout cas, rien qu'une sur laquelle vous pouvez déjà trouver, en tout cas, pas mal de contenu, qui est celui du 3114, qui est vraiment le numéro de prévention du suicide. Ça semblait important à poser. Et la deuxième chose que je trouve intéressante dans ce que tu dis, c'est que on dit souvent qu'il n'y a deuil que s'il y a un attachement, si le lien il a été investi. Et en fait, on voit que ce lien, il était peut-être moins investi quand tu étais adolescente, dans le sens plus conflictuel. Tu nous as dit justement, après il y a eu cette coupure relationnelle où tu as coupé les ponts, et où finalement il y a eu un réinvestissement de cette relation, notamment au moment où tu es devenue maman. Et donc du coup, cet amour qui était toujours là, j'imagine, mais ponctué de tristesse, de colère, peut-être de culpabilité, en tout cas d'un panel d'émotions qui était le tien sur le moment et dans le temps, jusqu'au moment où toi tu deviens maman, qui fait que elle devient aussi grand-mère de manière synchrone un petit peu avec ta sœur. Au final, ça rechange votre relation, et finalement cette relation ne dure pas peut-être le temps que tu aurais aimé, de retrouver justement ta maman et de la voir en tant que grand-mère. Tu disais jusqu'au moment où voilà, elle est partie. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce moment difficile du décès, qui a aussi des circonstances un peu particulières? Je sais que tu m'as plusieurs fois, quand on a parlé ensemble, cité le mot du choc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? Ouais, alors ça a été vraiment... j'ai envie de dire fort, en même temps dire puissant, en même temps violent. Je sais pas s'il y a vraiment un mot pour pouvoir définir vraiment ce qui s'est passé, mais c'était vraiment une accumulation de trucs de dingue, en fait. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ma mère, elle allait bien. Elle a eu d'un coup mal aux dents. En fait, elle avait mal à sa dent, elle avait mal pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, et elle se plaignait beaucoup de sa dent. Et se plaignant, ça a ravivé du coup pas mal de choses, parce que je la voyais me solliciter pour me dire je me sens pas bien, ça va pas, etc. Et en fait, ça a résonné énormément avec justement cette période de l'adolescence qui était, je ne sais pas pourquoi, je sais pas l'expliquer, mais à ce moment-là, en tout cas dans ces mois-là, en train de remonter énormément. Et finalement, ça a accentué ça. Et je m'explique toujours pas aujourd'hui pourquoi à ce moment-là j'avais j'ai même commencé à faire des crises d'angoisse, etc. À me dire mais pourquoi ça remonte maintenant? Et elle qui se plaignait, qu'elle avait mal, etc. Et moi
je voulais pas du tout entendre parce que ça ravivait justement cet énervement, cet agacement en me disant non, on peut pas être comme ça, on peut pas dire qu'on a mal, il faut être forte, il faut être ceci, il faut être cela, enfin ce dans quoi je m'étais construite toute ma vie. Donc elle a décidé, enfin à un moment donné elle avait pris un médicament, ça a gonflé, donc elle est partie faire un examen à l'hôpital et puis ils se sont rendus compte par hasard qu'elle avait un anévrisme au cerveau. Et ils ont expliqué qu'il fallait l'opérer parce que l'anévrisme risquait de se rompre, ce qui était une taille assez importante et qui risquait de se rompre n'importe quand. Et donc elle a commencé à me parler de cette opération. Évidemment, elle était en stress, elle avait peur. Moi, j'ai toujours pas voulu écouter. J'étais dans une espèce de, je peux dire un déni, enfin j'en sais rien, mais en tout cas je voulais pas entendre parce que il y avait des échos à ce que t'avais pu voir étant ado et comme si tu t'étais fermée à ça et dire je veux pas revivre ça. Complètement. Non, ça c'était avant, maintenant ça va, donc ne recommence pas avec ça et je voulais vraiment ne pas reprendre un même cercle que t'avais pu connaître et qui était en même temps inconfortable et désagréable à vivre pour toi. Et qui me ravivait tout ça en fait, qui remontait et c'était vraiment toutes tes émotions finalement remontaient à ce moment-là et c'était dur à gérer pour moi et donc j'ai fait un peu un blocage et donc c'est vrai que quand elle m'en parlait j'étais mais ça va aller, mais arrête de stresser, mais ça va aller, c'était bon médecin, enfin les trucs qu'on dit pour rassurer quelqu'un qui va se faire opérer quoi, mais c'est vrai que c'était quand même une opération du cerveau et clairement avec le recul je peux dire que je l'ai même pas vraiment intégré qu'elle allait se faire opérer du cerveau, je le savais mais j'étais tellement dans mon blocage que j'ai pas écouté. Et ça, c'est une forme de protection aussi. Ouais, je pense. Ouais. Et ça a été dur. Ça a été vraiment après dur. Après, ça a été dur. On pourrait y revenir justement. Donc voilà. Et puis du coup, elle s'est fait opérer. Alors moi, j'étais en voyage. Je suis rentrée le jour de son opération. Et en fait, quand je suis rentrée, j'étais dans la voiture et j'étais avec un ami. Et justement, mon père était venu nous chercher à l'aéroport. Et ce qui est fou, c'est que à ce moment-là, dans la voiture, on parle de ma mère, de mon père, etc. Et je dis, moi, j'ai la chance d'avoir des parents jeunes et des parents qui s'entendent bien, malgré le fait qu'ils se sont séparés quand j'étais petite. Ils sont toujours amis, ils étaient toujours amis. Tous les anniversaires, les Noëls des enfants, on faisait toujours tout ensemble et c'était génial. Et ce que je disais, on a vraiment une chance pas possible de pouvoir vivre ça et nos enfants ont cette chance. Et au moment où je parle de ça, mon téléphone sonne et c'est ma sœur qui m'appelle pour me dire que ma mère elle s'est réveillée. Enfin, c'est l'information qu'on avait eue qu'elle s'était réveillée, que ça allait. C'est ce qu'il nous avait dit. En tout cas, c'est ce que son mari nous avait dit. Et elle nous dit apparemment elle a fait un AVC, 2 AVC. Donc là, je regarde mon père, je vois que mon père il a une drôle de tête. Et je lui dis, donc je rassure ma sœur, je lui dis écoute, elle est à l'hôpital, enfin s'il y a un problème, ils vont tout de suite la prendre en charge, c'est le meilleur endroit pour faire un AVC. J'ai envie de dire mais moi j'ai pas non plus fait le lien, c'est l'opération, c'est enfin encore une fois je pense voilà. Comme un moment parallèle un peu. Ouais, complètement. Et puis voilà, donc on rentre, ils nous disent on va attendre, on va nous mettre des médicaments, etc. Donc on attend. Moi je vais récupérer ma fille, je vais manger au resto avec elle. Et puis là on me rappelle en me disant écoute, l'hôpital a appelé, finalement ils veulent qu'on y aille. Donc je rappelle mon père, je lui dis écoute papa. Là elle était toujours en vie. Elle était en vie, mais on n'avait pas d'infos. Mais sans infos. Voilà. Donc je reviens ici, je dépose ma fille ici, je demande à mon père de venir la garder et j'y vais. Et donc j'arrive et je trouve donc ma sœur avec son copain et donc le mari de ma mère qui était là dans le couloir en train d'attendre. Et là je me serais vraiment crue dans Grey's Anatomy. Vraiment c'est toutes les séries que tu vois à la télé ou que tu crois que c'est un truc qui arrive qu'aux autres, t'es en plein dedans. Donc on attend dans un couloir sombre. Et puis il y a des gens qui finissent par descendre, 2 personnes qui descendent et qui nous emmènent dans une pièce pour nous parler. Et là tu vois la scène complètement surréaliste quoi. Et donc il nous explique qu'elle a fait des AVC, qu'elle est dans le coma, qu'on sait pas, enfin ils savent pas. En gros si elle va se réveiller ou pas, ce qui va se passer, il dit qu'il faut qu'on attende, qu'on peut la voir. Donc il y a ma sœur qui se lève, qui va dans le couloir, qui vomit, son copain qui la suit. Moi impossible de bouger, j'attends, j'essaie d'observer son visage, ses yeux, ce qu'elle dit, pour essayer de comprendre, comme si je voulais savoir la suite, tu vois, la deviner un peu. Et le mari de ma mère qui s'énerve en disant oui mais attendez,
c'est le meilleur hôpital, qu'est-ce que vous avez fait, enfin bref, qui pose des questions techniques, enfin bref, un chaos complet. Et puis après on se retrouve à aller la voir, donc elle est endormie dans son lit, et moi je suis comme ça. Là, tu vois, je l'ai refait par réflexe, mais non. Et ils sont là autour d'elle, ils sont là autour d'elle, en train de lui parler, de lui tenir la main. Moi, j'arrive pas. Je suis au bout de la pièce et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas. Je dis non, c'est non. Impossible d'accepter ça, en fait. Enfin, t'arrives pas parce que t'y crois pas? Parce que ça te semble justement ce moment suspendu, un peu, tu disais, ouais, un peu comme dans Grey's Anatomy ou comme dans un film où c'est pas possible, pas nous, un petit peu tout, mais on l'a tous, hein, ce truc-là de ça arrive aux autres, c'est dans les films, c'est dans les séries, c'est à la télé, mais pas chez moi, pas les gens que je connais, pas mes proches, pas les personnes ça que peut j'aime. Pas arriver. Ouais, donc c'était cette réaction-là, en fait. Ouais, okay. Ça peut pas arriver. C'est pas de ça te semble pas réel et non. On va me pincer, je vais me réveiller, quoi. C'est un cauchemar. C'est ça. C'est un cauchemar, c'est non, en fait. Non, c'est pas possible. Ça peut pas arriver. Et puis tout il se met rapidement en route dans ma tête. Je pense aux enfants et je dois rentrer. Qu'est-ce que je vais dire à ma fille? Enfin, ça prend vite des proportions et je me sens vraiment submergée. Je crois que mon cerveau à ce moment-là il bloqué. Enfin, ouais, il y a tout et rien en même temps. Il y a tout et rien en même temps, ouais. C'est ça. T'as une espèce de truc avec 50 000 idées, en même temps, t'as un espèce de rien et c'est, ouais, tu sais pas. Tu sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut dire, pas dire, tu sais pas comment te mettre, en même temps, t'as toutes les émotions qui remontent. Bah, c'est d'une violence, que je souhaite à personne, quoi. Enfin, c'est... Et elle est encore vivante. Et elle est encore vivante. Ok. Quelle est la suite de tout ça? Alors, elle est encore vivante. Il nous explique que son cerveau, alors je serais plus dire maintenant, mais c'est le drôle gauche, mais qui est en hémorragie, donc en gros, qui peuvent rien faire pour cette partie-là de son cerveau, et que c'est la partie qui, je suis désolée parce que tout ça je le connais par cœur, mais là j'en perds un peu le. Du coup, tout ce qui est contrôle de la parole, de la pensée, etc. C'est terminé. Donc du coup que si elle se réveille potentiellement ce sera plus elle et que potentiellement faudra prendre une décision, mais là il faut laisser passer la nuit, donc on attend la nuit, le lendemain, enfin on attend, on voit des médecins qui rentrent, qui sortent, qui nous disent un tas de mots scientifiques, techniques qu'on prend absolument pas. Et on veut juste savoir concrètement est-ce que ça va aller ou pas, en fait. Juste même si c'est dans 10 jours, 15 jours, mais quelque chose. Mais on voit bien que eux-mêmes ne savent pas. Et donc on a ce flou qui continue avec en même temps l'information de peut-être que ma mère continuera à vivre son corps, mais plus comme je l'ai connu, avec toutes les facultés qu'elle pouvait avoir initialement. Donc il y a déjà une forme de premier deuil, mais dans lequel tu sais pas. Et avec ces informations qui sont totalement en suspens. C'est ça. Et son mari qui vient me voir en me disant ouais écoute faut que tu nous trouves un logement plein pied, on va déménager comme ça, si elle a un fauteuil roulant ce sera plus pratique. Et là je me dis mais enfin je suis où là, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas du tout, enfin je comprends, je dis mais pourquoi tu parles de ça, on n'est pas là. Alors après chacun réagit de manière différente, mais c'est vrai que moi à ce moment-là je comprends pas, je me dis j'essaie déjà de comprendre ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, et là tu me parles de projection, 6 mois, j'arrive pas et je bloque total quoi. Et on doit attendre. Les jours passent. Ils nous disent finalement que ça s'est aggravé parce que l'autre partie du cerveau est aussi en hémorragie, qu'ils envisagent peut-être une opération pour décompresser le cerveau, etc. Sauf que finalement, bah non, c'est pas possible parce que sinon ça va la tuer sur la table. Et voilà, donc on arrive au week-end, donc au vendredi, ils nous disent qu'ils peuvent plus rien faire, donc on doit venir samedi matin. On y va samedi matin, pensant que ça va s'arrêter, que on va la débrancher. Ils nous a demandé si on vous souhaitait un acharnement thérapeutique, on avait dit que non. Sauf que ma mère avait toujours dit qu'elle voulait donner ses organes un jour si elle le pouvait. C'était vraiment hyper important pour elle parce qu'elle avait perdu sa cousine qui avait donné ses organes et c'est quelque chose qui l'avait marqué. Et finalement, elle s'est retrouvée dans cette situation-là où elle pouvait donner ses organes, sauf qu'elle n'était pas en mort cérébrale. C'est-à-dire qu'elle était toujours vivante. Et donc, du coup, apparemment, c'est un protocole qu'ils ont mis en place il y a quelques années, qui s'appelle le protocole Marshall, un truc comme ça, qui fait que ils peuvent prendre les organes alors que la personne est encore en vie. C'est un peu, voilà. Mais c'est le week-end. Donc, il n'y a pas l'équipe nécessaire pour le faire, donc il faut attendre lundi.
Et là, donc, il nous demande notre avis. Du coup, est-ce qu'on est OK ou pour ça? Parce que elle avait donné son accord pour les dons d'organes, on va pas être contre, mais maintenant, ça veut dire qu'il faut quand même être dans un acharnement thérapeutique puisqu'il faut attendre 2 jours pour conserver ses organes. Et là, c'est affreux parce que tu t'as un côté où tu te dis bah non, enfin c'est pas possible, on va pas la laisser comme ça pendant 2 jours. Enfin, t'as une image. Moi, j'avais l'image horrible d'un frigo. Enfin, tu vois, de me dire en fait ma mère est en train de servir de frigo parce qu'elle était branchée, enfin elle respirait. Donc tu vois, tu as l'impression qu'elle est en vie, t'as l'impression qu'elle va se réveiller. T'as l'impression que mais non, elle est en train de dire on va enlever ses organes et bon. Et en même temps, tu te dis, bah, nous, on est là comme des cons, excuse-moi, mais dans cette pièce à pas savoir quoi faire. En même temps, il y a des gens qui sont aussi, moi, c'est à ça que j'ai pensé, il y a des gens qui sont aussi en train d'être dans une situation où ils ont leurs proches qui sont à l'hôpital et peut-être en train de mourir, et peut-être que du coup, le fait de prendre une décision va pouvoir sauver ces gens-là et libérer les gens qui sont à côté de ce que nous, on est en train de vivre finalement. Donc, on a tranché pour dire que, bah, oui, on allait le faire. Donc, on a attendu le lundi. Après, je te passe les détails techniques, mais les rendez-vous, est-ce qu'on peut prendre ça, est-ce qu'on peut prendre ça, est-ce qu'on peut prendre ça, puis on te parle de la peau, des trucs des yeux, enfin, c'est hyper violent, mais bon. Mais ça me donne envie de pouvoir faire un épisode aussi focus sur le don d'organes, parce que c'est des choses dont on ignore, dont on parle peu, et c'est ce que je trouvais aussi intéressant dans ton témoignage, parce qu'on entend, enfin, en tout cas, ce que moi j'entends, c'est autant le fait de on veut, et du coup je parle de votre famille, hein, je vous mets tous ensemble, mais on veut respecter la volonté de notre mère, parce que c'était important pour elle, parce que c'était ses valeurs, parce que ça faisait sens pour elle. Mais en même temps, pour nous, c'est hyper difficile parce que justement, avec ce protocole Marshall, le fait d'attendre, ça vient ancrer aussi des choses qui sont compliquées à vivre. Et donc, voilà, ça me donne l'envie de pouvoir faire un épisode sur ces sujets-là parce que j'entends autant le côté, on est content de l'avoir fait pour respecter sa volonté, mais on en a aussi chié et ça a été un élément difficile aussi sur ce chemin de deuil. Ouais. C'est hyper important de parler du don d'organes. Vraiment, je pense que et si finalement elle n'avait pas verbalisé, alors elle avait sa carte et puis maintenant on est un peu donneur d'office, sauf si la famille effectivement vient contrecarrer ça. Mais le fait de savoir que c'est ce qu'elle voulait vraiment, tu te dis que ok, c'est dur, mais tu sais pourquoi tu le fais. Et au-delà de tes propres convictions, de vouloir aider les gens, c'est aussi elle, sa vie, ce qu'elle en fait. Donc c'est ses choix, son corps, sa vie, ses choix. Exactement. Mais c'est les vivants et les proches qui restent qui souvent font vivre ces choix. Bien sûr. Donc voilà, donc oui, le don d'organes c'est hyper important d'en parler, ouais, tout à fait. Et donc ça a été fait. Donc on est retourné le lundi. Le lundi, donc ils ont fait le protocole. Donc on a pu lui dire au revoir une dernière fois. Ils ont arrêté la machine et à partir de ce moment, ils nous avaient expliqué que ils allaient vite devoir l'emmener parce que t'as un temps maximum. Donc ils l'ont emmenée rapidement, ils ont proposé qu'on aille la revoir après, mais étant donné qu'ils nous avaient expliqué qu'elle serait plus irriguée, rien, que ça allait être hyper violent à voir comme ça, donc et puis je pense et ma sœur, j'ai dit non, stop, là faut arrêter, enfin t'as toujours envie de plus, mais voilà, enfin donc je pense qu'on a assez vu, on a assez intégré, et donc ils nous ont donné les papiers, on est allé aux pompes funèbres, on a commandé un cercueil, on a commandé une urne, puisque elle avait toujours dit aussi qu'elle voulait être incinérée. Ça aussi, c'est un truc, c'est hyper important aussi d'en parler, mais de dire ce qu'on aimerait, en tout cas si on a des volontés de les verbaliser, si on n'en a pas, on n'en a pas, mais si on en a, je crois que même si on n'en a pas, c'est important de le dire aussi, de dire faites ce que vous voulez, ça me va. Mais en tout cas, elle l'avait toujours dit depuis que j'étais petite, enfin jeune, elle dit toujours ça, je veux que si un jour, quand je mourrai, qu'on disperse mes cendres sur mon île, la belle île en mer. Elle a toujours dit ça, et donc on savait ce qu'elle voulait, donc on a commandé son urne, donc ça a pris 45 minutes dans ce bureau là, on est sorti avec le devis, la facture, et puis on s'est regardé comme ça, on dit mais qu'est-ce qui vient de se passer quoi? En 2 heures de temps, on est à l'hôpital, on a débranché, on a commandé un cercueil, puis on savait à l'avance qu'on allait devoir y aller le faire, donc t'avais cette impression de. Et puis comme elle avait fait le don d'organes, c'est l'hôpital qui se chargeait de la préparer, tu sais, au niveau du funérarium. Et donc elle est arrivée donc le lendemain. Et là, choc.
Elle se fait beaucoup de chocs. Rechoc parce que physiquement, en fait, alors il nous a expliqué après que c'était au niveau des médicaments qu'ils mettaient pour le don d'organes, tout ça, ça a fort déformé en fait son visage et donc, enfin, c'était très 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 violent de la voir. Moi, quand je l'ai vue, alors je suis arrivée, il y avait son mari qui était là et j'ai vu sa tête. Il m'a dit, je suis pas content, ça va pas. Donc tout de suite, ça m'a stressée. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis rentrée, je l'ai vue et j'ai vu qu'elle était vraiment, c'était pas elle, quoi. Autant que j'avais vu mes grands-pères au funérarium qui étaient beaux, tu vois, qui étaient beaux. Qui étaient beaux, tu vois, ils étaient bien préparés, etc. Ils étaient fidèles à leur représentation de vivant. Ils avaient une bonne mine, ouais. c'est comment dire, mais ils étaient beaux, quoi. Et puis là, ouais, c'est hyper violent, donc au point que j'ai prévenu les gens de leur dire, écoutez, je vous préviens, même mon père, je lui ai dit, tu sais, je lui dis, je te préviens, maman, voilà, c'est difficile, donc si tu veux pas y aller, te force pas, parce que je voulais prévenir, voilà. Donc j'ai prévenu. Après, chacun fait ce qu'il entend. Et puis après t'as tout le reste qui arrive parce que il faut préparer la cérémonie. Donc elle voulait être incinérée, donc théoriquement il n'était pas censé avoir forcément de cérémonie religieuse, mais ma grand-mère est très très religieuse, donc du coup on a tenu quand même à faire une cérémonie à l'église. Et puis là t'as les enfants, donc faut leur expliquer aux enfants, et là t'as pas les mots, tu te dis mais qu'est-ce que tu dois faire, pas faire, dire, pas dire, à qui tu dois demander. On a posé des questions à tout le monde, et puis tout le monde y va de son propre. Moi, tu sais, quand j'ai perdu ma grand-mère, j'ai pas été, j'en ai voulu à mes parents, et puis moi j'y suis allée, mais ça m'a traumatisée et machin. Et waouh, enfin qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Et c'est vrai que nous on a notre propre peine qui est difficile, mais l'impuissance que t'as par rapport à la peine de tes enfants. C'est horrible en tant que parent de se sentir impuissant, c'est horrible. Et vraiment, pour le coup, là, tu peux absolument rien faire si ce n'est d'essayer d'apaiser un peu, mais et encore que, enfin. Et d'où le fait de pouvoir penser ces sujets-là avant, y réfléchir, avoir des billes, parce que dans ces moments-là, on n'a pas l'énergie mentale, physique, émotionnelle pour dire ok, alors du coup, je vais réfléchir à qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants ou pas dire, etc. Alors que si c'est des sujets qu'on a abordés avant, sur lesquels on a déjà des ressources, et du coup, tu l'as peut-être écouté, mais pour le coup, j'ai fait un épisode avec Hélène Romano qui parle de ça, comment parler de la mort avec les enfants. Je vous le remettrai en description et ça vous permettra peut-être d'avoir des billes, des clés en amont et de se dire, ok, j'ai déjà pensé à ces sujets. Ce sera pas parfait, ce sera jamais parfait, mais au moins dans ces moments-là, je peux aussi être disponible d'une autre manière et être présente déjà à moi, aux enfants s'il y en a, et aussi à mes proches, et puis finalement à la personne qui est aussi décédée. Et en fait, j'entends quand même beaucoup tu disais, ouais, ça fait beaucoup de chocs. J'entends beaucoup de points qui ont été peut-être difficiles, ou en tout cas à regarder, à re-regarder, à observer ensuite sur ton chemin de deuil, sur lesquels il a fallu reposer un regard avec compassion, avec plus de douceur, avec de l'amour, en fait, finalement, tout simplement, mais tout difficilement aussi. Tu disais tout à l'heure que, justement, la colère ou l'agacement que tu as pu avoir quand ta maman était encore en vie, qu'elle commençait à avoir cette douleur au niveau des dents, etc., ça a été difficile pour toi après coup sur ton chemin de deuil. Est-ce que tu veux justement nous le préciser un peu ? Ah oui, en fait, c'est souvent ce qu'on dit, c'est que après t'as toutes les émotions qui arrivent. Alors on parle des étapes, on en a déjà parlé ensemble, mais les fameuses étapes, parce que c'est vrai que quand tu vis, et ça rejoint ce que tu dis tout à l'heure, le fait de parler de cadeaux, effectivement, il y a un moment donné où tu peux pas l'entendre. Enfin, c'est ok, enfin c'est normal. Moi, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Maintenant, parce que sur le coup c'était pas ça, et j'étais complètement perdue. J'avais vécu des deuils parce que j'avais perdu mes grands-parents, j'avais perdu un cousin, j'avais perdu des gens, mais là je perdais une partie de moi en fait. C'est une partie de moi, celle que j'avais construite sur ma relation avec ma mère qui est partie à ce moment-là. Tu parles de ton identité là, ouais, du coup. Mon identité, exactement, parce que toute mon identité était forgée sur notre enfance, évidemment, sur ce qu'on vit, mais vraiment sur ça. C'est-à-dire que dans mes relations, si j'avais pas un rôle de sauveuse, c'est-à-dire que voilà, si je devais être avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui avait des problèmes pour pouvoir l'aider, pour pouvoir être utile, parce que si j'étais pas utile, qu'est-ce que j'étais, à quoi je servais. Et en fait, ça, il a fallu que ma mère s'en aille pour que je le comprenne avec le chemin que j'ai fait. Et c'est fou, hein.
C'est fou, mais c'est vrai. Mais du coup, ça permet d'expliquer aussi pourquoi tu parles de cadeaux. Parce qu'en fait, ça vient mettre des choses aussi en lumière chez nous et ça nous invite à aller regarder là où de base on n'a pas envie d'aller regarder. On se dit allez, c'est bon, je mets le couvert jusqu'à la prochaine. Et il y a un moment, c'est tellement prégnant que bah oui, sur ce chemin, c'est aussi c'est un chemin de cicatrisation. On vient cicatriser une blessure émotionnelle, mais c'est aussi un chemin de guérison de certaines choses. Moi, je dis souvent quand une personne décède ou même quand une relation se rompt, en parlant vraiment de deuil symbolique, familial, amoureuse, amicale, il y a un bout que je te laisse et il y a un bout que je prends de toi. On peut entendre parfois des personnes qui vont dire la personne a pris un bout de mon âme. Où il me manque un bout de moi. C'est ce que tu as dit aussi d'une certaine manière. Mais il nous manque un bout de nous, mais on a aussi gardé un petit bout de cette personne-là. Et ça invite à aller re-regarder. Et du coup, là-dessus, qu'est-ce qui a changé? Tu parles justement de cadeaux, d'opportunités. On entend qu'avant, si je le dis de manière courte, t'avais ce côté, je veux sauver les gens et c'est important d'avoir ce côté d'aide, de sauveuse dans mes relations. Aujourd'hui, t'es comment là-dessus? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors finalement, comme j'aide les femmes, j'ai toujours dans cette relation d'aide, mais consciente et voulue du coup, et pas imposée par un subconscient qui s'est construit comme ça, justement parce que ce cheminement, parce que oui, quand une femme, elle va pas bien. Il y a des enfants derrière et que les enfants, du coup, ils vont pas bien, ils se construisent mal ou se construisent en tout cas pas comme ils auraient dû ou pu le faire. Et donc moi j'en suis là aujourd'hui dans mes relations perso. Par exemple avec les hommes. Alors moi je suis célibataire depuis la séparation avec le père de ma fille. Et j'ai rencontré des personnes, mais justement, parce que ça fait 8 ans quand même. Donc, dans ces 8 ans, j'avais déjà vu cette évolution, parce que le fait de vivre seul, mais c'est vrai que c'est la mort de ma mère qui m'a vraiment fait prendre conscience de tout ça quand j'ai fait ce travail sur moi, en me disant, mais pourquoi je fais ça? Parce que le faire, c'est ok de dire, je sais, reconnaître que je fais les choses, c'est ok, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai trouvé une boîte, une pochette, que j'avais récupéré des affaires de ma mère, et dedans il y avait tout des cartes d'anniversaire, de fête des mères, de machin, etc. qu'elle avait gardé depuis qu'on était toute petite. Et en fait, je fais ça moi, je garde tous les trucs de ma fille. Et en fait, pourquoi je le fais? Parce que je l'aime, ma fille, tu vois. Et en fait, il y a un truc, je me dis mais en fait ma mère elle m'aimait. Et en fait, quand j'ai dit ça à ma marraine, elle me dit oui, bien sûr que ta mère elle t'aimait. Enfin, t'en doutais? Et j'ai compris que oui, en fait. Bien sûr que j'en doutais. Mais c'était pas conscient, c'était de me dire que oui, parce qu'à un moment donné, elle avait décidé que c'était plus facile que sa vie s'arrête plutôt que de se battre pour nous, donc en l'occurrence pour moi, puisque on est très égoïste dans ce genre de moment, mais pour moi, et donc en fait, je méritais pas en fait qu'on m'aime, qu'on se batte pour moi. Quand tu dis arrêter de se battre, tu parles justement des moments de la dépression, de la tentative de suicide. C'est ça, on est bien d'accord. Exactement. Et justement, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, et pour le coup, ça me permet de rapatrier vers un épisode avec Clémence qui parle de la relation avec la mère et parfois des relations toxiques, et c'est aussi toxique, chacun y met ce qu'il souhaite derrière, mais en tout cas d'aller questionner ces relations. Et justement, tu dis oui, c'était égoïste et finalement, c'était peut-être pas la manière dont toi, tu avais besoin d'être aimé. Et après, chacun fait de son mieux avec ses conditions, et je mets tout ce qui va autour dans conditions, avec son passé, avec ses croyances, sa paire de lunettes, les moyens financiers aussi, les moyens matériels, la disponibilité physique, émotionnelle, mentale, etc. Chacun y met sa liste avec ses conditions. Et finalement, peut-être que ta maman a fait de son mieux et que pour toi, ce mieux, ça aurait pu être mieux que le mieux qui était le sien. Mais finalement, c'était son mieux, et ça veut pas dire qu'elle t'a pas aimé, mais plus qu'elle t'a pas aimé à la manière dont toi, tu avais besoin. Et il y a toute cette notion de deuil, là, pour le coup, symbolique, de la maman que j'aurais voulu avoir ou que j'aurais eu besoin d'avoir et que finalement, je n'ai pas eu, et de réussir à accepter, pardonner ou en tout cas vivre avec. Enfin voilà, chacun y met aussi le mot qui est juste pour soi. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que le fait, en plus, moi, après de devenir mère, j'étais encore plus dure, plus exigeante, parce que je me disais, mais maintenant que je suis mère, je comprends encore moins comment on peut
être comme ça, tu vois, comment on peut se faire passer soi avant ses enfants, etc. Et c'est quelque part, ça renvoie un peu un message finalement d'intolérance, de se dire mais elle aurait pu faire ci, elle aurait pu faire ça, parce que encore une fois je suis fixée sur ma peine et ma douleur, et finalement sa mort m'a fait remettre tout ça dans les bonnes cases entre guillemets, de me dire elle c'est elle, moi c'est moi. Et oui, on avait un lien, mais son histoire c'est son histoire et mon histoire c'est mon histoire, et elles sont reliées. Elles sont connectées. La preuve en est, c'est que j'ai fait tout ça derrière. Mais elle a fait ce qu'elle a pu. Et c'est vrai que de dire que les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais c'est déjà énorme. Voilà, c'est déjà énorme. Et voilà. Et en fait, mon regard aussi, il a changé parce que j'ai eu d'autres souvenirs qui sont arrivés. Tu vois, des souvenirs où justement, elle a fait des choses qu'elle était peut-être pas obligée de faire, ou quand elle était en galère financière, par exemple, elle nous emmenait en week-end, elle a pris nos copines avec. Tu vois, je retrouvais des photos où je me dis, ouais, c'est vrai quand même, elle avait fait ça, elle avait fait ça. Et tu vois, ça montre aussi que le prisme, il est vachement, il peut être vachement nuancé en fonction de nos émotions finalement. Donc c'est un énorme travail, et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cadeau, parce que c'est vrai que ça m'a obligée à me responsabiliser, à faire en sorte, à faire cette compréhension de elle c'est elle et moi c'est moi, et d'être conscient de ça. Et j'aurais aimé que quelqu'un puisse l'aider à comprendre ça pour elle aller mieux. Bon, malheureusement ça n'a pas été le cas, mais en tout cas elle a fait ce qu'elle pouvait, et on fait tout ce qu'on peut, quoi. Donc... Je trouve ça beau. Moi je parle souvent du fait que le deuil, on vient et on revient sur ce décès avec plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, ou même plusieurs dizaines d'années après, et que à chaque fois c'est comme si on découvrait quelque chose d'un peu plus profond, un peu ce système des poupées russes où on va un peu plus profond au fur et à mesure de notre guérison, de notre chemin de deuil, de notre cicatrisation. Et en fait, ce que je trouve beau, et du coup ça me soulève aussi une question, parce que je pense qu'elle est peut-être dans la tête des auditeurs et des auditrices, c'est que le décès de ta maman t'a amené à re-questionner cette relation et à voir, une fois qu'elle était partie, d'autant plus à quel point cette relation, elle était belle, même si elle n'était pas parfaite. Et du coup, je pense qu'il peut y avoir dans la tête des auditeurs cette question peut-être de la culpabilité, de je peux plus lui dire, je peux plus lui transmettre, ou c'est des phrases clés, hein, bien sûr avec des grands guillemets, mais j'ai pas pu lui dire, et finalement avec quoi elle est partie, qu'est-ce qu'elle a pensé. Est-ce que c'est quelque chose que toi t'as vécu, et si oui, quelles ont été un peu les ressources? Est-ce que tu le ressens encore aujourd'hui? Est-ce que ça s'est apaisé? Alors moi ça a été hyper compliqué, le côté qu'est-ce qu'elle a pensé, avec quoi elle est partie, est-ce qu'elle a compris? Moi c'est une question que j'ai posée au médecin, on ne savait pas me répondre, que j'ai posée à l'expert médical qu'on a dû aller voir à Toulon pour faire l'expertise, etc. J'ai reposé la question, on ne sait pas. Personne ne sait à ce moment-là, dans sa tête, elle a compris ce qui se passait. Et moi, j'avais cette obsession, mais c'était vraiment une obsession, et ça me bouffait, et ça m'empêchait de dormir, j'en faisais des cauchemars sans arrêt, à me dire, est-ce qu'elle a compris que elle allait mourir? Est-ce qu'elle a compris que quand elle s'est réveillée de son opération, parce que bon, finalement, quelques mois plus tard, on a compris, parce que je me permets de faire mais en gros, son mari du coup a attaqué l'hôpital pour faute médicale, et donc nous, il nous avait dit, écoutez, rentrez chez vous, si vous avez des questions, dans quelques semaines, revenez nous voir, etc. Donc ce qu'on avait prévu de faire. Moi, j'étais en contact avec la dame qui gérait les dons d'organes, puisque elle nous avait dit son numéro pour pouvoir savoir ce qui se passait, combien de personnes pouvaient en bénéficier. Donc, au fur et à mesure, elle me disait, voilà, telle personne, enfin, sans les noms, évidemment, mais on savait que des personnes vivaient grâce à ces organes, et c'était un peu, voilà, ça met un peu de baume quand même sur la peine. Mais du coup, j'étais en contact avec l'hôpital, mais l'hôpital, à côté de ça, le service ne pouvait pas du tout donner d'explications, parce que il y avait ce procès qui était en cours, etc. Et donc, c'est pour ça que c'était cette expertise médicale où on a dû aller à Toulon. Mais du coup, ouais, c'est ça. À ce moment-là, on a compris tout le déroulé. Ils ont tout déroulé, tout ce qui s'était passé. Donc, après l'opération, elle s'est réveillée, et là, ils se rendent compte qu'elle faisait un AVC. Donc, elle n'arrivait plus à parler correctement, à avoir une mobilité, etc. Et en fait, ça m'a obsédée de me dire, mais est-ce qu'elle a compris qu'elle faisait un AVC? Est-ce qu'elle a compris qu'elle allait mourir? Est-ce qu'elle a compris que tout ce qu'elle avait construit jusque-là, et tout ce qu'elle avait qui la rendait heureuse, elle allait le perdre? Et ça m'a
ça m'a rendue folle. Vraiment, ça m'a vraiment rendue dingue. Je te dis, je dormais plus du tout. Dès que je fermais les yeux, je faisais des cauchemars. Enfin, c'était vraiment une question qui me... Ouais, c'est toutes les questions auxquelles on n'a pas de réponse. Ou les et si, ou les pourquoi, et les comment, et si c'était passé ça, si j'avais été là, si j'avais pas été là, si... Toutes ces remises en question, en fait, où, enfin, c'est une vieille expression, mais avec des si, on remet Paris en bouteille, et on le sait, hein, on sait que ça va pas nous amener, au contraire, ça va nous amener peut-être plus de stress, plus de peine, plus de tristesse, plus de colère, mais c'est comme un mécanisme, d'une certaine manière, un peu automatique et même normal de se poser des questions de « et si j'avais été là ?» Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens plus apaisée avec ça ? Oui. Qu'est-ce qui t'a aidé ? Je me sens plus apaisée. J'ai dû aller me faire un examen médical quelques mois plus tard. Je me suis effondrée dans le bureau de l'anesthésiste parce que je faisais une crise d'angoisse, parce que j'avais peur de l'hôpital, alors que l'hôpital pour moi c'était à la base un endroit refuge, mais j'ai attrapé des phobies de l'hôpital vraiment. Et ça a été donc vraiment très quand même assez long, mais j'ai fait vraiment le travail sur moi, le travail thérapeutique, le travail de conscience, de la méditation en pleine conscience, etc. Ça m'a beaucoup aidé, et être dans l'acceptation et de me dire que en fait ce que je vivais, je devais le vivre, et que elle, ce qu'elle avait à vivre, en fait d'accepter que je ne le saurais jamais. Et c'est dur parce que c'est toujours quelque part là, hein. Enfin je veux dire, on l'oublie pas comme ça, c'est toujours quelque part, mais c'est plus le plus important. C'est avoir la question, mais lâcher prise sur la réponse. Il y a un peu ce côté-là. C'est j'ai toujours la question, mais peut-être je le serai un jour, peut-être pas. Selon les croyances de chacun. Peut-être qu'un jour j'aurai des réponses, mais finalement, ça, c'est devenu ce qui était en fait une montagne à gravir. C'était vraiment le plus dur pour moi. C'est devenu un élément parmi tant d'autres. Et finalement, c'est pas ça aujourd'hui que j'ai envie de retenir. Donc, c'est pas ça que j'ai envie de garder. Donc, je me suis concentrée vraiment sur ce que je voyais de positif, de bon, de magnifique en fait finalement dans la vie, de ce qu'elle avait pu laisser. Le plus difficile pour moi, c'est toujours les enfants. Enfin, les enfants, quand je dis enfants, parce que ma sœur en a 2 et moi j'en ai une, mais les 3, c'est voilà, c'est comme mes voilà. Et du coup, on pense toujours à eux. Et puis la petite, elle en parle beaucoup. Ma fille et son cousin moins. Ils sont un peu ils veulent pas trop en parler. Mais voilà, c'est quand des petites choses qui mamie ceci, mamie cela. Je dis mais en fait elle est toujours là, elle continue à vivre parce qu'on pense à elle. Il y a plein de fois où je me dis ça maman elle aurait pu le faire, ça machin ça. Et là où avant ça m'aurait rendu triste, là je me dis c'est beau parce qu'en fait grâce à elle je peux avoir cette pensée là. Si elle avait pas existé, si elle avait pas été ce qu'elle était, j'aurais pas cette pensée-là. Et si ça s'était pas arrivé, j'aurais pas eu ce cheminement-là et j'en serais pas là aujourd'hui dans ma vie à pouvoir aider les autres à avancer. C'est ça que t'as envie de retenir. Ouais. C'est ça que j'ai envie de retenir et c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau, en tout cas que je le ressens comme ça. C'est un peu tout le process de deuil. Enfin, moi, souvent, derrière ça, je mets le mot de gratitude. C'est que, au départ, quand on traverse un deuil et qu'on vient de perdre un proche, on est focalisé sur le manque, ce qu'on va plus avoir, ce que la personne, elle était et qu'on va plus avoir. On va plus avoir sa voix, on va plus avoir ce petit moment symbolique de maman, elle aurait pu faire ceci, ou je sais pas, on adorait regarder tel film, enfin, qu'importe. Mais toutes ces choses qu'on va plus pouvoir faire. Et au fur et à mesure qu'on fait justement ce travail et qu'on fait notre propre chemin avec nos propres ressources, on arrive à quelque chose qui est complémentaire de ça. Pour moi, c'est les 2 faces d'une seule et même pièce qui est « Ok, cette personne, elle est plus là, mais j'ai la gratitude de l'avoir connue. Je peux plus partager ce film avec cette personne, mais quand je regarde ce film, c'est comme si la personne, elle était à côté de moi et j'ai la gratitude de me dire « Ce moment, je l'ai partagé avec elle, ou voilà ce qu'elle m'a transmis, ou voilà ce que j'ai gardé de cette personne, etc. » Encore une fois, la liste, elle est pas exhaustive. Et c'est aussi ça, le chemin de deuil. C'est ce que je mets souvent derrière cette phrase, c'est transformer une absence extérieure en présence intérieure. Et en fait, c'est ce que tu dis. Elle est là avec nous dans des petites choses, dans des phrases de ta fille, dans peut-être juste des pensées que toi, tu peux avoir sur certaines peut-être dates clés ou des lieux clés. Et en fait, ils sont toujours là, nos défunts. Et après, à chacun de faire son process et avec aussi ses propres croyances, qu'elles soient spirituelles, religieuses ou non. Ça, c'est quelque chose qui est important. Tu voulais rebondir? Non, mais en fait, c'est vrai que récemment, j'ai perdu mon cousin. Je t'en avais parlé, Enzo. Je sais que la perte d'Enzo a été différente de ce qu'elle aurait été avant tout ce travail-là.
en fait. Et je rebondis sur la gratitude, mais c'est moi qui ai lu l'hommage pour lui, qui a écrit et qui ai lu l'hommage à l'église pour lui. Et finalement, tout le monde m'a dit que c'était lui, que ça parlait, etc. Mais c'était vraiment cette notion-là que j'avais envie de partager avec eux, c'était la gratitude. De dire que d'avoir connu cette personne et d'avoir pu partager ce qu'on a partagé, même si la vie, bon, elle a fait que, mais je sais que ce que j'ai vécu là, je l'aurais vécu de façon totalement différente avant tout ce travail de deuil que j'ai pu faire. J'avais développé après la mort de ma mère, des compulsions alimentaires que je n'avais jamais eu de ma vie. Je buvais trop. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de tout ça. J'en ai plus besoin. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'être dans l'inconscience. J'ai plus envie d'être dans je veux oublier. Non, je veux me souvenir, je veux savoir, je veux ressentir, je veux être consciente de ce que je suis, de ce que je traverse, parce que ça fait partie de mon chemin. Et mais encore une fois, ça, j'aurais pas pu te le dire il y a 3 ans. Bien sûr. J'aurais été incapable de te le dire. C'est pour moi aussi c'est pour ça, moi, j'aime pas l'expression faire son deuil. C'est pas le deuil, il est fait ou pas fait. Et ça y est, j'ai coché ça sur ma to-do list. Mais plus un deuil qui est intégré. Et tout ce qu'on vient de dire là, n'enlève pas la tristesse, n'enlève pas les jours où, oui, t'as la gratitude de l'avoir connue, mais là, t'as le manque, en fait. Et là, t'aimerais bien qu'elle soit là pour regarder, si je garde cet exemple, ce film avec toi, par exemple. Et ça n'enlève pas le manque, ça n'enlève pas la tristesse, ça n'enlève pas les larmes, ça n'enlève pas les coups de mou, les coups de blues, les coups de nostalgie, de mélancolie, enfin, qu'importe comment on les appelle. Mais ça vient cohabiter, mais ce qui est majoritaire au fur et à mesure du temps, c'est plus cette gratitude, cette joie, mais ça n'enlève pas le manque. Ça me fait un peu penser, peut-être que tu l'as vu passer sur les réseaux, mais j'ai plus son nom exact, mais à l'entraîneur du PSG qui a perdu sa fille, et où en fait, il partage exactement ces notions-là, et ça peut ne pas résonner pour certaines personnes, ça peut être difficile à entendre, ça prend le temps que ça prend. Il y a des personnes qui n'iront pas jusqu'à pas cette étape, j'aime pas cette idée-là, mais jusqu'à découvrir justement peut-être cet état de la gratitude. Il n'y a pas de il faut faire ou il faut pas faire, mais en tout cas c'est quelque chose vers lequel vous pouvez tendre. Et du coup je trouvais que ton témoignage finalement venait aussi partager plein de notions sur avant le décès, comment ça vient colorer le pendant avec justement toutes ces difficultés. Tu parlais de l'AVC, le temps d'attente, le on sait pas, finalement il faut encore attendre. Le don d'organes, enfin voilà, il y avait pas mal de choses que je trouvais pertinentes justement dans ton témoignage, et justement cette leçon, cette opportunité, ce cadeau, comme tu dis, de ce que tu retiens, je trouve ça très beau. Et du coup, je voulais te remercier de l'avoir partagé avec moi, de l'avoir partagé avec les auditeurs et les auditrices. Est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, un message supplémentaire que tu aurais à cœur de passer ? Alors après, il y a peut-être 2 choses que je voudrais partager. Alors je reviens sur cette notion de schéma, parce que je sais que ça peut parler aux gens, c'est-à-dire que quand on vit un truc comme ça, on se dit mais combien de temps ça va durer ? Est-ce que je vais m'en remettre ? C'est trop, enfin ça passera jamais, ça fait trop mal, et oui, bien sûr. Mais en fait, il y a ce schéma qui de la traversée du deuil où tu as toutes les étapes du deuil, et en fait où moi je sais que je m'étais forcément, parce que je voulais des réponses, donc je voulais me fixer là, me dire combien de temps ça va durer, je vais aller là, après je vais aller là, après je vais aller là, et qu'en fait quand je faisais un peu un pas en avant entre guillemets sur la frise et que je revenais en arrière, il y a beaucoup de culpabilité. Et ça, je pense que c'est important de se dire que si on vit ça, c'est pas grave d'être des fois en colère, des fois triste, des fois machin. Il y a pas en tout cas pour moi, il y a pas de ligne conductrice. Il faut traverser tout ça. Effectivement, il faut le traverser. En tout cas, chacun à sa façon. Mais il y a des choses qu'on vit, des choses qu'on vit pas. Parfois, il y a des gens qui se sentent coupables de pas ressentir telle émotion ou telle émotion. Chacun son chemin. C'est ça qui est important. Chacun son chemin, et chacun le vit comme il a à vivre, et chacun retient ce qu'il a à retenir en fait finalement. Et c'est vrai que toutes ces choses-là, ça peut avoir des espèces d'injonctions, tu vois, ou de se dire il faut traverser ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il faut juste traverser et puis voir ce qui se passe et ce qui fait écho en nous. C'est tout. Et une dernière chose, c'est juste par rapport au deuil et à en fait c'est comme ça qu'on s'était rencontrés sur une conférence que tu avais faite, et tu avais parlé de ça, et c'est vrai que ça avait fait écho chez des gens qui forcément ne comprenaient pas à ce moment-là, en tout cas, de deuil, que en fait le deuil n'est pas seulement la mort.
de quelqu'un, c'est forcément le premier truc auquel on pense et c'est hyper important d'en parler. Et ce que je t'avais dit quand je t'avais rencontré, que je trouvais ça génial ce que tu faisais de pouvoir accompagner les gens et d'en parler parce qu'il y a trop de tabous autour de ça, mais il faut en parler. Moi, c'est vrai que quand je vois des gens autour de moi, j'en parle parce que ça me parle et que si ça peut les aider, tant mieux. C'est pas mon domaine, mais en tout cas, je trouve ça génial de faire ça et de se dire que oui, en fait, à chaque fois qu'on vit quelque chose de difficile, une relation amicale, par exemple, moi j'ai vécu une relation amicale très 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 compliquée sur des années, qui m'a fait faire des hauts, des bas, où je me raccrochais tout le temps pour des mauvaises raisons aussi, qui sont liées aussi à ma construction, mais il faut faire un deuil et il faut l'accepter en fait finalement que chaque petite chose, un changement d'état sociétal, on est en couple, on n'est plus en couple, on est à deux, finalement on est à trois parce qu'on a un enfant, même des choses qui sont positives, c'est un changement et de l'accepter et de faire ce travail là et sans être dans le blocage quoi. Sinon ça peut nous empêcher d'avancer et de faire notre chemin et ça c'est dommage. Je vais te prendre comme ambassadrice pour véhiculer mes messages. Ah bah moi je te l'ai dit hein, quand je t'ai rencontré, je trouve ça tellement génial parce que pour moi c'est essentiel et c'est vrai que de savoir en amont que par exemple ce genre d'accompagnement existe en amont encore une fois c'est incroyable parce que demain moi je vis quelque chose et je t'en avais parlé notamment par rapport à ma tante, mes cousins etc. mais si demain ça peut aider quelqu'un de parler avec une personne qui l'accompagne spécifiquement sur ce sujet-là, je trouve ça génial. Enfin c'est encore une fois un cadeau, mais c'est un vrai cadeau parce que ça fait partie de la vie. C'est pas la fin de la vie, ça fait partie de la vie. Et voilà. Après, effectivement, chacun ses croyances. Moi, ma spiritualité, c'est développé. Chacun ses croyances, mais en tout cas, la mort fait partie de la vie, le deuil fait partie de la vie, et il faut en parler parce qu'il faut parler de la vie. Voilà. Eh ben, merci d'en avoir parlé avec moi. Et pour simplement donner une autre ressource, tu parlais de cette notion des étapes, et où justement, ça parle à certaines, ça parle pas à d'autres. Pareil, je vous remettrai un épisode que j'avais enregistré avec Johanna, où justement, elle se reconnaissait pas du tout dans les étapes. Donc, si c'est votre cas et où les étapes ne vous parlent pas, il y a pas que ça. En fait, il y a d'autres modèles, il y a d'autres choses qui existent. Et en réalité, il y a votre chemin qui soit écrit dans des étapes sur une feuille ou pas. Il y a juste votre chemin. Donc, je vous le mettrai aussi dans les ressources. Je mettrai aussi ton Insta pour qu'on aille creuser aussi tes activités qui découlent aussi finalement de tout ce que tu as pu nous partager aujourd'hui. Et encore un grand merci d'avoir partagé le micro avec moi. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. En parlant de ces sujets, nous leur faisons une place dans nos sociétés. Et c'est ainsi que les tabous peuvent se lever. Je suis vraiment convaincue qu'il est possible de développer notre résilience face à la finitude et au deuil de nos vies. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez vous abonner et noter le podcast sur votre plateforme d'écoute. N'hésitez pas aussi à le partager autour de vous et sur vos réseaux. Merci pour votre soutien et sachez que vous pouvez même faire un don. Si vous traversez un deuil et que vous souhaitez être soutenu sur ce chemin, réservez votre séance découverte pour me poser toutes vos questions et connaître ma philosophie d'accompagnement. Mais d'ailleurs, que voulez-vous au menu dans les prochains épisodes ?